Une grossesse est toujours une période délicate, mais aussi pleine de joie et d'anticipation à l'idée de faire apparaître une nouvelle vie. Mais durant ces mois qui auraient dû être remplis de bonheur, un drame terrible va se dérouler. Et le mystère qui entoure cette tragédie a suscité notre intérêt à la rédaction. Je m'appelle Gus Lamèche. Melissa était ma fille. J'ai toujours voulu des enfants. Venant d'une famille nombreuse, ça a toujours été mon rêve. J'ai rencontré Diana et on a eu 4 enfants. Cassandra, Carl, Melissa et le petit dernier, Brian. Melissa avait le cœur sur la main. Elle était bienveillante. Elle se mettait en 4 pour les autres. Elle est née le jour de la fête des mères. Le travail a commencé et a continué toute la journée. Melissa et moi, on se ressemble sur beaucoup de points. Le côté indépendant, à toujours vouloir tout faire toute seule, sans l'aide de personne. Mais elle avait une personnalité plus extravertie. La famille Lamèche habite dans une petite maison à Mount Morris, à 145 km de Chicago. Grandir à Mount Morris, c'était sympa. On vivait dans un quartier tranquille. On allait retrouver nos copains. Melissa était toujours d'une bonne humeur contagieuse. C'était impressionnant, j'enviais sa personnalité. Elle n'était pas timide, elle avait un grand cœur. Melissa était ma petite sœur, mais aussi ma meilleure amie. En 2011, Melissa termine le lycée et ne sait pas encore ce qu'elle veut faire. Elle anime des soirées quiz dans un bar, fréquenté notamment par des pompiers et des ambulanciers. Ils sympathisent avec elle et la poussent à suivre une formation d'ambulancière. Une fois qu'elle a commencé la formation à l'aide médicale d'urgence, ça a vraiment été un tournant dans sa vie. Elle a obtenu son diplôme en janvier 2020. Elle faisait partie de l'ambulance qui a transporté le premier patient Covid de Chicago. Et là, pour elle, ça a été le déclic. Elle avait trouvé sa vocation. Melissa Lamèche était ma meilleure amie. On discutait un jour, fin février, début mars, et elle m'a envoyé la photo d'un test de grossesse positif. Sur le coup, j'ai paniqué. Et puis, on a discuté de comment elle envisageait son avenir. Au début, Melissa était très nerveuse. Elle avait peur. Et puis finalement, elle était heureuse. Melissa avait 27 ans. Je trouvais que c'était le bon moment pour devenir maman. Elle découvre qu'elle attend un garçon, mais elle refuse de révéler qui est le père. Elle n'a rien dit, parce qu'il ne voulait pas assumer son rôle de père. Ça me rendait dingue de ne pas savoir qui c'était, mais elle m'a dit, je lui ai dit, il s'en fiche, c'est aussi bien comme ça. Donc, j'ai pas insisté et puis j'étais super contente. Pendant sa grossesse, Melissa décide de revenir vivre dans sa maison d'enfance avec son père. À cette époque, Diana et moi, on avait divorcé. J'avais gardé la maison. Pour Melissa, c'était plus facile d'être plus près de sa famille. Melissa subit les désagréments habituels, mais environ un mois avant la date prévue de l'accouchement, elle souffre d'arythmie cardiaque, d'hypertension et d'évanouissement. Craignant un infarctus ou un AVC, elle va aux urgences. On lui pose un holter cardiaque et pour plus de sécurité, on fixe une date pour déclencher l'accouchement. L'accouchement devait avoir lieu le 27, le premier vendredi après Thanksgiving. Et elle avait hâte. Le matin du 25, je suis allé au travail.
Comme on était en plein Covid, Melissa n'avait le droit de voir personne avant l'accouchement. Donc, elle était cloîtrée à la maison. Les secours, j'écoute. Il y a de la fumée qui sort d'une maison sur South Sana. Vous voyez de la fumée? Oui, et j'entends l'alarme. Mais je pense qu'il n'y a personne. Je suis sur place. Il y a de la fumée qui s'échappe du toit. Je m'en charge. Il y a eu un incendie à Mount Morris. Quand les pompiers sont arrivés, il y avait une voiture devant la maison. Donc il y avait peut-être quelqu'un à l'intérieur. Je suis arrivé sur place et j'ai parlé avec Jason White, le chef de la police. Mount Morris est une petite ville et il savait que c'était le domicile de Gus. J'ai reçu un appel du chef de la police. Il avait l'air paniqué. Il a dit « Il y a quelqu'un chez vous ?»« Oui, Melissa. » Il a dit « Vous êtes sûr ?» J'ai répondu « Oui, j'en suis sûr. » Il y a un incendie. J'ai demandé « C'est grave ?»« Très grave. » Alors, on imagine tout de suite le pire. C'était fermé à clé. Donc les pompiers ont dû enfoncer la porte pour entrer. À l'intérieur, il y a de la fumée partout. Les pompiers cherchent s'il y a quelqu'un. On nous signale qu'il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Une personne. On vous informe qu'on a trouvé une victime. On est en train de procéder à l'évacuation. J'ai reçu un appel de mon fils Carl et il m'a tout de suite demandé « Tu as parlé à Melissa aujourd'hui ?» Et j'ai dit « Pas encore, mais elle va sûrement m'appeler. » Et là, il a dit « Il y a un incendie chez papa et Melissa est injoignable. » On était en train de faire les courses pour Thanksgiving et Carl m'a appelé et il a dit « La maison brûle, Melissa répond pas. » Il a raccroché et j'ai abandonné mon caddie. Mon mari a dit « On y va » et j'ai dit « Non, je veux pas. » C'était comme dans les films, quand il arrive une catastrophe. Ça fait tellement mal. Je me suis effondrée sur le parking. J'ai tout de suite su. Je voulais que le temps s'arrête. Parce que je savais que si ça ne s'arrêtait pas, ce qui venait allait être horrible. Gus est le premier à être arrivé sur le lieu de l'incendie. J'ai dû m'arrêter un peu plus loin à cause des camions de pompiers qui bloquaient la route. Je me suis précipité vers la maison et Janet Bennett, l'assistante du coroner, m'a vu arriver et m'a arrêté. Elle a dit « Désolé, elle est morte ». Je l'ai appris comme ça. J'étais complètement bouleversé. Quand on est parent, c'est très dur. J'ai perdu ma fille et je ne peux rien y faire. Quand ce genre de choses arrive, on se sent impuissant et c'est horrible. J'avais tout perdu. Quand Melissa a été déclarée morte, son bébé l'a été également. Je connaissais Gus depuis plusieurs années. L'un de ses fils avait le même âge que le mien. C'était difficile ce soir-là de se dire que Gus avait perdu sa fille, son petit-fils et sa maison, qu'il avait tout perdu en une seule nuit. J'ai pris la voiture et j'étais à mi-chemin de Mount Morris quand mon fils Brian m'a appelé. Et j'ai su. Je l'ai senti. J'ai senti qu'elle nous avait quittés. Je répétais « Non, non ».
Je me suis garée à peu près là. Il faisait nuit et au bout de la rue, tout ce que je voyais, c'était les gyrophares. J'ai eu une montée d'adrénaline. J'ai accéléré le pas, j'ai couru jusqu'ici, je me suis faufilée entre les gens, les camions, et j'hurlais. Au bout de la rue, au croisement, c'est là qu'il y avait l'ambulance. Et elle était dedans. J'ai continué d'avancer, je me suis approchée du médecin, j'ai dit « Je peux la voir ?» Et il a dit non. Et là, j'ai vraiment explosé. J'étais dans un tel état que je ne me rendais pas compte à quel point j'hurlais. Le médecin m'a dit « Vous avez fini de me crier dessus ?» Et je lui ai dit « Je vous crie pas dessus, je veux voir ma fille. » Je l'ai supplié. « Laissez-moi la voir. C'est mon bébé. » Il m'a dit « Il ne faut pas que vous la voyiez dans cet état. » Au départ, ce n'était que l'incendie d'une petite maison. Mais c'est devenu un drame d'une ampleur inimaginable. Une fois l'incendie maîtrisé, le chef de la police, Jason White, et moi-même sommes entrés dans la maison pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. On a constaté que le plus gros des dégâts se limitait surtout à la cuisine. Tout laissait penser que c'était le point de départ de l'incendie. Ça pouvait très bien être un accident. Si elle avait allumé la gazinière pour cuisiner, peut-être que c'était l'huile bouillante ou une étincelle qui avait déclenché l'incendie. Sauf que tous les brûleurs de la gazinière étaient éteints. Donc le feu ne pouvait pas venir de là. Les enquêteurs des services d'incendie ont vérifié le disjoncteur ainsi que l'installation électrique pour voir si l'incendie pouvait venir de là. Mais ce n'était pas le cas. À première vue, cet incendie n'aurait pas dû être mortel. Il était évident, vu le peu de dégâts, qu'elle aurait dû survivre à cet incendie. Donc je me demandais pourquoi elle n'était pas sortie, en rampant ou en courant. Il y avait une porte donnant sur le jardin et une autre donnant sur le garage. Elle aurait dû arriver à sortir de la maison. L'inspecteur Keter découvre que Melissa avait divers problèmes de santé et il se dit qu'il y a peut-être une explication logique. Sa famille nous a dit que Melissa avait eu quelques soucis de santé durant sa grossesse. Elle avait fait 2 malaises. Elle mangeait très peu et quand elle mangeait, ça la faisait vomir. Et elle était épuisée, elle dormait beaucoup. Les enquêteurs pensent qu'elle a peut-être fait un malaise, qu'elle est tombée par terre et morte asphyxiée par la fumée. Un autre scénario possible est qu'elle soit tombée en se heurtant la tête et qu'elle soit morte d'un traumatisme crânien. Quand j'ai vu son corps dans l'ambulance, je m'attendais à voir des blessures plus graves. Mais je n'ai rien vu qui aurait pu expliquer sa mort. Il n'y avait pas de traces de brûlure importante. La hotte s'était effondrée et peut-être qu'elle lui était tombée dessus et que ça avait protégé le corps des flammes. On ne savait pas ce qui s'était passé, ce qui avait déclenché l'incendie. Il n'y avait rien qui suggérait un acte de malveillance. Le corps de Melissa va être autopsié afin de déterminer la cause de la mort. En attendant les résultats de l'autopsie, la police interroge la famille. J'essayais de comprendre ce qui se passait, ce que les gens savaient. Je suis allé parler à mon voisin et il m'a dit qu'avant l'incendie, il avait vu un homme portant un jean et une casquette se diriger vers la maison. Sur le coup, il s'est dit que c'était un des marcheurs, mais il l'a vu entrer dans la maison. C'était bizarre, parce que Melissa était censée ne voir personne avant l'accouchement.
Gus mentionne aux autres membres de la famille l'inconnu qui s'est présenté à la maison le jour de l'incendie. Et Cassie pense savoir de qui il s'agit. Je l'ai appelée vers 10h50 le matin. Je lui ai dit « Tu es prête ?» Elle a dit oui. Elle était censée se reposer, préparer ses affaires pour accoucher après Thanksgiving. C'était sympa, on a parlé pendant presque 2h30. Et puis, elle a dû raccrocher. Elle a regardé dehors et elle a dit « C'est pas vrai, Matt est là. » Elle a dit « Je vais le virer, je te raconterai. » Et elle a raccroché. J'ai attendu qu'elle me rappelle, mais elle ne l'a pas fait. Melissa n'a jamais dit qui était le père. Mais il y avait un gars avec qui elle couchait parfois. Elle le connaissait depuis un moment. Melissa n'avait pas vraiment l'intention que ça devienne sérieux avec lui. Elle se doutait bien que c'était un dragueur. Elle a mis du temps avant de se confier, mais elle a fini par me dire qu'ils s'étaient rencontrés à un quiz quelques années plus tôt et qu'ils se voyaient de temps en temps dès qu'ils étaient libres et qu'il était pompier secouriste. Au début, elle ne nous a pas dit son nom, mais je l'ai trouvé grâce à Facebook. Cassie découvre que le père du bébé s'appelle Matthew Plotty. Elle a dit qu'il ne voulait pas s'investir. J'ai dit, ben tant mieux. Elle était aussi bien sans lui. Elle était forte. Elle y arriverait. Et on serait là pour l'aider. Elle lui envoyait quand même les échographies. Mais il répondait jamais. Il passait la voir de temps en temps, mais pas souvent. C'est pour ça que ça l'a agacé qu'il passe ce jour-là. La police pense que Matt est le dernier à avoir vu Melissa en vie. On s'est procuré son adresse et son numéro de téléphone et on l'a contacté. Le soir même, la police fait venir Matthew au poste. On voulait faire connaissance avec Matthew Plotty et l'interroger sur ce qui s'était passé dans la journée et sur ce qu'il y avait entre lui et Melissa. Melissa est décédée. Oh, ok. Est-ce que vous aviez une relation amoureuse? Non. Pendant notre formation, on se voyait. Vous la connaissiez depuis quand? Depuis 2012, 2013. Où vous avez fait votre formation? On s'est pas connus là. On s'est connus au quiz, au bar. C'est elle qui animait. Donc vous aviez une relation épisodique depuis 2014. Très épisodique. Ils ne sortaient pas ensemble, c'était juste pour le sexe. Il a dit que quand il avait appris que Melissa était enceinte, il était très affecté. Quand est-ce qu'elle vous l'a annoncé? En mai ou en avril. Pouvez-vous me dire quelle était la situation entre vous? Ça n'allait plus vraiment. Vous avez envisagé un avortement? Je l'ai évoqué et elle a dit non. Ok. C'était pas mon choix. Au début, j'étais pas vraiment pour. Mais là, ces derniers temps, j'avais envie de m'investir. À en croire Plotty, ils avaient repris contact récemment, ce qui explique pourquoi il était passé ce jour-là. Vous l'aviez prévenu ou c'était à l'improviste? Je suis juste passé pour discuter. Il a dit qu'il était entré et qu'ils avaient discuté de l'accouchement à venir et de la possibilité qu'il vienne à la maternité. Et aussi, il a parlé de lui donner de l'argent. Et ensuite, on a couché ensemble. Matthew a dit qu'ils avaient couché ensemble 2 jours avant l'accouchement. Gus nous avait dit qu'elle était épuisée, qu'elle ne mangeait plus, qu'elle vomissait et qu'elle dormait beaucoup. Ça ne collait pas. Après l'interrogatoire, la police laisse Matt repartir. Elle le soupçonne, mais n'a aucune preuve. Il fallait encore trouver la cause de l'incendie et celle de la mort. La mort de Melissa pouvait être due à un problème de santé qui aurait pu mener à l'incendie.
Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Les recherches sur Matt Plotty permettent de confirmer qu'il est effectivement pompier secouriste. Un travail, si l'on en croit ses collègues, qu'il prend très au sérieux. Je connaissais Matt Plotty depuis des années, comme étant un pompier secouriste très fiable. Il avait un caractère très posé. Il était plutôt calme. Il travaillait dur. Il avait le bon état d'esprit. Tandis que l'enquête se poursuit, la famille peut réintégrer la maison. On est retourné dans la maison quelques jours plus tard. C'était très dur. Tout était bousillé. On y avait beaucoup de souvenirs. C'est là que les enfants avaient grandi. C'est triste de se dire qu'on ne partagera plus de souvenirs là-bas avec le bébé Melissa. Quand on y est retourné, dans sa chambre, il y avait toutes les affaires du bébé couvertes de suie ou carbonisées. Cassie a trouvé un papier avec le prénom que Melissa avait choisi. C'était Barrett. Tandis que la famille tente de récupérer ce qui peut l'être dans la maison incendiée, la police attend avec impatience les résultats de l'autopsie. Le vendredi 27, jour où Melissa était supposée accoucher, a eu lieu son autopsie. Le bébé a été retiré durant l'autopsie. Et le médecin légiste nous a informé qu'il n'attendait plus que le résultat des analyses toxicologiques. Les analyses toxicologiques permettent de savoir si elle a ingéré des substances, que ce soit médicaments ou drogues, et de connaître le taux de CO2 dans le sang dû à l'inhalation de fumée. C'était une jeune femme sur le point d'accoucher qui était morte dans un incendie. On n'avait pas envie d'attendre 2 semaines pour avoir les résultats. Donc, on a apporté un échantillon du sang de Melissa à l'hôpital pour mesurer le taux de CO2. Et en moins de 5 minutes, les résultats ont montré qu'elle avait un taux égal à 0. Ça voulait dire qu'elle n'était pas morte d'avoir inhalé de la fumée. Donc, elle était décédée avant l'incendie. Mais les pompiers ignorent toujours la cause de l'incendie. Rien ne leur saute aux yeux. Ils supposent que le feu a démarré au-dessus de la gazinière, où se trouvaient les livres de cuisine et l'alcool. Mais ils ne savent pas exactement ce qui l'a déclenché. Toutefois, on peut supposer que Matthew sait comment déclencher un incendie qui aurait l'air accidentel. Tant qu'on n'avait ni la cause de la mort, ni celle de l'incendie, on a traité ça comme un homicide. Donc, plutôt que d'attendre près du téléphone, le médecin légiste et moi avons décidé de faire pratiquer une seconde autopsie sur Melissa. Ils espèrent qu'un autre pathologiste leur fournira ses conclusions plus rapidement. Et le 8 décembre 2020, la police découvre enfin la terrible vérité. Dans la conclusion du rapport d'autopsie, on a découvert que la cause de la mort de Melissa était la strangulation. Non seulement Melissa avait été étranglée, mais elle avait de nombreuses blessures sur le corps. Des traumatismes contondants, des contusions sur la tête et les jambes, des lésions internes et il y avait des traces de viol. Les conclusions de l'autopsie sont un véritable choc pour la famille de Melissa et ses amis. C'est dur à imaginer, sachant que c'était une battante et qu'elle s'est probablement défendue. Qui pouvait détester ma fille à ce point, au point de vouloir la faire disparaître? Je n'arrivais pas à comprendre. Tu es une femme qui a un bébé dans le ventre. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver à ma famille ou à une connaissance.
Et il n'y a rien de plus abject. Les blessures infligées à Melissa étaient importantes. Celui qui lui avait fait ça était complètement hors de lui et s'était défoulé sur elle. Maintenant que la police sait que c'est un homicide, le suspect numéro 1 est Matthew. Un examen post-viol est effectué pour voir s'il reste de l'ADN ou des traces sur le corps. Les prélèvements sont envoyés au labo, mais on est en pleine pandémie. Difficile de dire combien de temps ça prendra. Des mois, une année, difficile à dire. En attendant les résultats, la police ne veut pas dévoiler ses intentions à Plotty et préfère remettre à plus tard un nouvel interrogatoire. En attendant les résultats de l'examen post-viol, on voulait en savoir plus sur la relation entre Matthew et Melissa. Donc, après la seconde autopsie, on a demandé au juge la saisie des relevés téléphoniques de Matthew Plotty et Melissa. En attendant de recevoir ces relevés, la police essaie d'en savoir un peu plus sur Matt Plotty. On est allé parler à la mère de Matthew. On voulait avoir son opinion sur le comportement de son fils. Et elle nous a dit qu'il avait l'air d'aller bien, qu'il parlait beaucoup avec son père de la perte de son bébé. La police découvre que même si sa relation avec Melissa n'avait rien de sérieux, les parents de Matt avaient rencontré la jeune femme. On a appris que Melissa était passée chez eux pour leur annoncer qu'elle attendait le bébé de Matthew. Et c'est comme ça que les parents de Matthew ont su qu'ils allaient être grands-parents. Lors de son interrogatoire, il avait dit que c'était lui qui avait annoncé à ses parents que Melissa était enceinte. Quand on a appris ça, on s'est demandé pourquoi il avait menti. Tandis que l'enquête se poursuit, les corps de Melissa et de Barrett sont rendus à la famille, qui va enfin pouvoir faire ses adieux. C'était important pour nous que Melissa et Barrett soient enterrés ensemble, et on voulait que les gens puissent voir le bébé. On l'aimait. Alors, on a trouvé une société de pompes funèbres qui les ont inhumés ensemble. C'est vraiment dur. Surtout de voir un bébé mort avant d'avoir vécu. Je suis restée après tout le monde au cimetière. C'était dur. Perdre quelqu'un dans des circonstances aussi horribles, c'est tellement plus douloureux. Tellement plus dur. Après l'enterrement, Noël passe, tandis que la famille continue de faire son deuil. Mais au début de l'année, la police reçoit des documents contenant de nouvelles révélations sur l'affaire. On a reçu les relevés téléphoniques de Matthew et on a pu lire ses textos. Il y avait des discussions avec Melissa, mais il y avait aussi des textos à d'autres femmes. Il a échangé des textos 2 jours avant la mort de Melissa avec une certaine Alyssa. Ils devaient se retrouver ce soir-là pour coucher ensemble. La police découvre que Matt vit avec une femme, mais qu'il a des relations sexuelles avec de nombreuses autres, qui ne savent visiblement rien les unes des autres. Toutes ces liaisons éveillent les soupçons des enquêteurs, mais ça ne suffit pas pour l'arrêter. Ils ont besoin de preuves ADN pour ça. Mais vu l'état du monde en janvier 2021, la police est obligée d'attendre. Ce qui compliquait tout, c'était le Covid. Ça prenait plus de temps d'avoir des résultats de la part du labo. Le nombre d'employés était limité. On a dû attendre 5 ou 6 mois les résultats des analyses ADN. C'était très frustrant. On les harcelait au téléphone, mais on n'avait pas de réponse. Savoir que Matthew était une des personnes soupçonnées, ça me faisait peur. Il était pompier, il avait des connaissances.
Des connaissances médicales. C'était un spécialiste des incendies. Je me disais que la police ne trouverait rien, qu'il avait fait quelque chose d'indétectable. Tout prenait un temps fou. J'avais l'impression que ça ne serait jamais résolu. Finalement, 6 mois après l'incendie, la police reçoit les résultats de l'examen post-viol. Les analyses du kit post-viol ont révélé la présence de 2 ADN différents dans les prélèvements vaginaux, celui de Melissa et celui d'un homme. Et il y avait de l'ADN sous les ongles de Melissa appartenant à un homme. La présence d'ADN sous les ongles indique généralement que la victime s'est défendue. On a donc demandé une commission rogatoire pour prélever l'ADN de Matthew et vérifier si c'était bien le sien. Et on a commencé à interroger ses petites amies, ses ex, ses plans d'un soir et ses collègues. Ils sont tous tombés des nues, parce qu'ils ne savaient absolument rien de sa vie privée. Quand j'ai découvert tout ce qui se passait et l'implication de Matt Plotty dans une affaire de meurtre concernant une petite amie et son enfant à naître, je n'étais au courant de rien. Personne ne savait que Matt avait une petite amie ou un enfant. Quand je l'ai appris, au début, je ne voulais pas croire, déjà, que ça ait pu arriver, et ensuite, que ça concerne un pompier qui travaillait dans notre caserne. Chez les pompiers, on mange, on dort, on travaille ensemble. On fait tout en équipe. Pourquoi on ne savait pas qu'il avait perdu un bébé? C'est un événement important. Et il allait travailler tous les jours, comme vous et moi, et comme tout le monde. Alors qu'il était le suspect numéro 1 de ce crime horrible. Et que son travail consistait à aider les autres. Au bout de 2 mois, la police obtient enfin un mandat pour l'ADN de Matt Plotty. Mais avant de faire le prélèvement, elle veut l'interroger. On voulait essayer d'obtenir des aveux. Si cet interrogatoire échouait, il n'y en aurait pas de 3e. Les enquêteurs décident de le prendre au dépourvu alors qu'il sort de chez lui. La porte du garage s'est ouverte, Matthew était au volant et il y avait une femme avec lui. On lui a dit de s'arrêter. On a découvert que c'était sa petite amie. Elle n'était au courant de rien. Et j'ai dit à Matt qu'on voulait lui parler de Melissa. Et on l'a conduit au bureau du shérif. Il y a diverses techniques d'interrogatoire. Vous pouvez l'énerver, puis le laisser se calmer, puis le titiller de nouveau. Chef White, demande Maurice. Comme sur le Grand 8. On a ensuite montré à Matthew une photo de son bébé mort. C'est votre enfant. Dites-nous tout, qu'il puisse reposer en paix. Ce petit bonhomme le mérite. En général, avec cette technique, on obtient des résultats, mais là, ça n'a rien donné. Il semblait complètement indifférent. On lui a montré une photo de Melissa prise lors de l'autopsie, pour qu'il voie l'étendue de ses blessures et les marques de strangulation. Il n'a eu aucune réaction. Pourquoi vous l'avez étranglée? Vous aviez une relation avec une autre femme et vous ne vouliez pas qu'elle apprenne pour le bébé? Vous sortiez avec quelqu'un d'autre? Oui. Qui? Katie. Elle savait pour Melissa? Non. Vous savez à quel point c'est suspect? Pourquoi vous m'arrêtez pas? En plus de Katie, les enquêteurs évoquent les autres femmes à qui Plotty envoyait des textos, notamment celle avec qui il a couché la veille du meurtre. Vous avez couché avec Alyssa, et 12 heures plus tard, vous avez couché avec Melissa. Et maintenant, elle est morte. Je suis sûr que Katie n'était pas au courant pour Alyssa, et qu'aucune des deux ne savait pour Melissa et pour le bébé. Une fois confronté aux faits, il a refusé d'aborder certains sujets.
Et ça a duré comme ça près de 7 heures. Vous avez tout prémédité plusieurs mois à l'avance, ou en tout cas plusieurs jours, pour effacer une erreur commise il y a 9 mois. Vous vouliez qu'elle avorte, mais elle a refusé. Vous avez proposé de la payer, elle a refusé. Vous vouliez la dédommager pour éviter des poursuites. Elle a dit qu'il n'y en aurait pas, mais vous n'aviez pas confiance. Ce n'est pas un accident. Vous avez aucun remords d'avoir tué votre fils? Et bon sang, tout était planifié, c'était prémédité. 2 jours avant qu'elle accouche de votre fils. C'est bien ça? Oui ou non? C'est ce qui s'est passé? Que j'ai tout prémédité? Oui. Non. Ok. C'était un accident? Il s'est passé quoi? Si vous voulez nous convaincre que c'était pas prémédité, alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? C'est le moment de parler, Matt, de tout nous dire. De nous convaincre que c'était un accident, de nous convaincre que vous regrettez. Que vous ne vouliez pas que ça arrive. Mais il faut parler. Je veux voir mon avocat. Dès qu'il réclame son avocat, l'interrogatoire prend fin et, conformément au mandat, la police prélève un échantillon de son ADN. On avait besoin de savoir si c'était l'ADN de Matthew qu'on avait trouvé sur le corps avant de pouvoir l'inculper de quoi que ce soit. Mais on n'aurait pas les résultats avant plusieurs mois. La police rechigne à laisser un meurtrier présumé en liberté. Alors les enquêteurs tentent une nouvelle approche. La seule preuve qu'on pouvait espérer obtenir, hormis son ADN, c'était qu'il avoue avoir tué Melissa et le bébé. En août 2021, Brian Keter m'a contacté et m'a demandé si j'accepterais d'enregistrer Matt à son insu. À cette époque, je ne connaissais pas tous les détails. On espérait que le chef Schultz arrive à le faire parler et à lui faire dire des choses incriminantes. On n'était pas sûr qu'il arriverait à le faire parler, l'ayant nous-mêmes interrogé en vain pendant 7 heures. Mais on a décidé d'essayer en espérant que ça marche. Le 9 septembre 2021, Matthew Plotty s'entretient avec le chef Schultz dans son bureau, pendant que la police écoute la conversation par le biais de son smartphone. J'ai dit à tout le monde de partir, vu les circonstances, et on s'est retrouvés tous les deux dans mon bureau. L'idée m'a traversé l'esprit qu'il allait peut-être m'agresser. Je m'inquiète à ton sujet. J'ai du mal à comprendre. Explique-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis allé là-bas et on a discuté du jour de l'accouchement et de ce qu'elle comptait faire. On a parlé d'argent. Elle s'appelait comment? Melissa. Son bébé est mort. Et la mère aussi. Il le reconnaît, mais nie être impliqué. Donc, quand t'es reparti, elle allait bien. Ouais. Je m'attendais à voir quelqu'un de très ému. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup d'accusations et... C'est-à-dire que les enquêteurs ont visiblement des preuves qui pointent toutes vers toi. À plusieurs reprises, je l'ai plus ou moins imploré de prendre la bonne décision. Matt, je t'assure, il faut que tu dises la vérité. Tu as le choix entre 2 alternatives. Tout ce qu'il a dit, c'est... Oui, c'est terrible ce qui lui est arrivé, mais j'ai rien fait. Et finalement, Matt n'a fait aucune déclaration incriminante au chef Schultz. Après ça, on était à court d'options. On espérait juste recevoir rapidement les résultats du labo, prouvant que l'ADN retrouvé sur le corps était bien celui de Matthew. « 13 mois après la mort de Melissa, la police a enfin une réponse. Le rapport du labo a confirmé ce qu'on soupçonnait. C'était bien l'ADN de Matthew qui fut retrouvé sur le corps et sous les ongles.
Et c'était bien lui, le père du bébé. Un mandat d'arrêt a été émis hier après-midi pour un montant de 10 millions de dollars contre Matthew Plotty. Bonjour Mathieu. Tournez-vous, main dans le dos. On a de la paperasse pour vous. On parlera de tout ça une fois arrivé au poste. D'accord? Il se trouve que c'était mon anniversaire. Et c'était un super cadeau. Matthew Plotty est inculpé de 10 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation, homicide volontaire d'un bébé à naître et incendie criminel. Le procès d'un homme accusé d'avoir tué une femme enceinte est sur le point de s'ouvrir. Le procès a duré 5 jours. Là encore, il n'a montré aucune émotion. Il était impassible. Le verdict a été rendu en 2 heures. Le jury déclare l'accusé Matthew Plotty coupable de meurtre avec préméditation. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et il n'a montré aucune émotion là non plus. Le 27 juin 2024, Plotty est condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre, à 60 ans pour homicide sur un bébé à naître et à 15 ans pour incendie criminel. Mais pour les proches de Melissa, rien ne pourra compenser sa perte et celle de son bébé. Je sais pas pourquoi il l'a tué. Pourquoi il a fait ça. Et je sais que je n'aurai jamais de réponse. Pour moi, il n'y a pas eu de justice. Matthew continue de vivre et je ne reverrai jamais ma fille. Je ne tiendrai jamais mon petit-fils. Rien n'est juste dans tout ça. C'est impardonnable. Elle va nous manquer. Melissa avait la vie devant elle et Barrett n'était même pas né. C'est un vide énorme qu'on essaie de combler tous ensemble. J'essaye de m'imposer de penser d'abord aux bons souvenirs quand on parle d'elle, au lieu de penser tout de suite « elle est morte ». J'essaye d'honorer la mémoire de Melissa et de Barrett et de perpétuer leurs souvenirs. La pluie s'abattait sur Haiphong en ce mois de novembre 1987 comme une malédiction. Les rues de la ville portuaire se noyaient sous un rideau d'eau sale, transformant chaque ruelle en canal incertain. Dans l'odeur métallique du port, saturé de charbon, de sel et de gasoil, un homme disparut sans bruit, englouti par le brouillard et l'indifférence. Il s'appelait Pham Van Quang, un commerçant de 42 ans, connu pour sa rigueur et sa discrétion, un visage banal dans une ville habituée au flux de cargaisons et aux ombres des trafics. Mais derrière son apparente banalité, il transportait une vérité trop lourde, un secret qui allait l'entraîner vers une fin brutale. Ce matin-là, il avait quitté sa maison, au quartier Hongbang, comme à l'accoutumée, vêtu d'une chemise grise trop large et d'une mallette de cuir usée. À son épouse, il avait simplement dit « J'ai une affaire à régler, je rentrerai tard ». Elle n'avait pas insisté. Dans une société où la méfiance était devenue une seconde peau, on posait peu de questions, mais ce soir-là, il ne rentra pas. Ni le lendemain, ni les jours suivants. On chercha d'abord dans les hôpitaux, puis dans les commissariats, enfin dans les morgues. Nulle trace. Comme si la pluie l'avait effacé du monde. La disparition de Quang aurait pu sombrer dans l'oubli. Une statistique de plus dans une époque où les disparus étaient nombreux, avalés par les turbulences économiques, les règlements de comptes, ou tout simplement la misère. Mais sa femme, une femme frêle au regard farouche, insista. Elle fit le tour des autorités, implora qu'on cherche plus loin. Officiellement, l'enquête fut ouverte, mais dans les faits, elle se perdit vite dans le fatras bureaucratique. Aucune piste solide, aucun témoin fiable, rien. Le dossier fut classé après quelques mois, un silence de pierre recouvrant le mystère.
Pourtant, une ombre persistait. Certains voisins racontaient avoir vu Kwang monter dans un taxi ce jour-là, un véhicule blanc aux vitres sales, conduit par un homme trapu au visage couvert de cicatrices. Mais aucun registre, aucun reçu ne confirma l'information. Les chauffeurs interrogés nièrent tous, certains par peur, d'autres par ignorance réelle. La rumeur d'un enlèvement lié au trafic du port circula puis s'éteignit. La ville, absorbée par sa survie quotidienne, oublia Kwang, jusqu'à ce qu'un détail improbable ressurgisse, 20 ans plus tard, dans les tiroirs poussiéreux d'un commissariat. En 2007, lors d'un projet d'archivage, un jeune policier stagiaire fouillait dans une pile de documents jaunis, classés sans ordre. Il tomba sur une enveloppe scellée contenant des reçus de taxi récupérés lors d'opérations de routine dans les années 1980. La plupart étaient illisibles, tachés, sans intérêt. Mais l'un d'eux, daté du 14 novembre 1987, attira son attention. À l'encre presque effacée, on distinguait un nom griffonné, Kwang Hongbang. Plus troublant encore, le reçu portait la signature du chauffeur, Do Van Cray. Le nom évoquait quelque chose dans les archives criminelles. Kai, chauffeur de taxi à l'époque, avait été soupçonné dans plusieurs affaires troubles. Disparition, agression, mais jamais inculpé faute de preuves. Sa réputation était celle d'un homme violent, lié aux trafiquants du port. La découverte de ce reçu, minuscule fragment de papier conservé par hasard, réactiva l'enquête comme une braise sous la cendre. Les enquêteurs décidèrent de rouvrir le dossier. 20 ans avaient passé, mais les fantômes de 1987 n'étaient pas morts. La veuve de Kwang, désormais vieillie, reçut la nouvelle avec une émotion contenue. « Je savais », murmura-t-elle simplement, ses yeux embués fixant le papier fragile comme une relique. Les recherches sur Kai révélèrent qu'il avait quitté Haiphong en 1990 pour s'installer à Hanoï, où il avait continué à conduire un taxi sous un autre nom. En 1995, il avait été impliqué dans une rixe violente, mais libéré faute de preuves. En 2001, il disparut à son tour, laissant derrière lui une maison vide et une famille silencieuse. Certains disaient qu'il avait fui à l'étranger, d'autres qu'il avait été éliminé par ses anciens complices. L'homme était devenu un fantôme, comme Kwang avant lui. Mais le reçu était là, indéniable, daté, signé. Preuve que le 14 novembre 1987, Kai avait pris Kwang en charge. Où l'avait-il conduit? Pourquoi? Ce détail avait-il été ignoré à l'époque? La réouverture du dossier mit en lumière les failles d'une enquête bâclée, les zones d'ombre d'une époque où la vérité importait moins que la stabilité apparente. Pour comprendre, il fallait replonger dans le Haiphong des années 1980, une ville où les routes officielles et les chemins clandestins se croisaient en permanence. Le commerce y était roi, mais un commerce trouble, nourri par la contrebande, les pots de vin, les rivalités meurtrières. Kwang, discret commerçant en façade, n'était pas un homme aussi ordinaire qu'on l'avait cru. Dans ces registres, retrouvés par hasard dans un grenier familial, des notes cryptées laissaient entrevoir des transactions occultes. Il ne trafiquait pas seulement du riz ou du textile, mais des produits interdits, des cargaisons venues de Hong Kong, des pièces détachées, des devises étrangères. Dans ce monde instable, une erreur se payait cher. Le reçu de taxi devenait alors une pièce à conviction qui n'éclairait pas seulement le trajet d'un homme, mais toute une mécanique souterraine. C'était comme si, par hasard, on avait retrouvé le fil d'Ariane menant au cœur d'un labyrinthe oublié. Et derrière ce labyrinthe, la silhouette de Kai, conducteur du dernier voyage de Kwang. Reconstitué Haiphong de la fin des années 1980, s'était plongé dans un univers à la fois grouillant et oppressant. Une ville où le port battait comme un cœur malade, pompant à la fois la richesse et la violence. À cette époque, les cargos déversaient chaque jour des tonnes de marchandises, mais derrière les cargaisons officielles circulaient d'innombrables lots clandestins. Cigarettes étrangères, radios, tissus rares, devises, médicaments. Tout ce que la loi interdisait trouvait sa place dans les ruelles sombres du marché Koda ou dans les entrepôts dissimulés près du fleuve. La contrebande était une langue que tout le monde parlait, mais dont personne n'avouait jamais connaître les mots.
C'est dans ce décor trouble que le nom de Kwang commença à prendre un sens différent. Officiellement, il n'était qu'un commerçant de seconde zone, vendant du textile au détail. Mais certains registres déterrés, croisés avec les témoignages d'anciens dockers, révélèrent une vérité plus ambiguë. Kwang entretenait des liens étroits avec des circuits parallèles. Non pas en chef de bande, mais en rouage discret, celui qui servait d'intermédiaire, qui savait fermer les yeux, qui faisait passer un colis de plus au milieu des cargaisons. Sa disparition ne pouvait donc pas être simplement un hasard. Elle sentait le règlement de compte, ou le silence imposé par ceux qui voulaient qu'on ne parle plus. C'est alors que l'ombre de Do Van Kai se précisa. Le reçu de taxi, simple rectangle de papier jauni, signait sa présence dans l'affaire. Mais Kai n'était pas un chauffeur ordinaire. Né dans un quartier pauvre de la ville, marqué par la faim et la violence dès l'enfance, il avait très tôt trouvé refuge dans les marges. Chauffeur de taxi n'était pour lui qu'une couverture. Ses collègues se souvenaient qu'il travaillait souvent la nuit, qu'il connaissait tous les recoins du port et qu'il transportait parfois des clients qui n'étaient pas de simples passagers, mais des caisses, des sacs, des marchandises interdites. Certains disaient qu'il avait un don. Disparaître avant que la police ne frappe, réapparaître là où on ne l'attendait pas. Quand on commença à s'intéresser de près à lui, 2 décennies plus tard, la légende s'était déjà formée. On racontait qu'il avait été l'homme de confiance d'un réseau, mais qu'il avait fini par trahir les siens, qu'il avait accumulé des dettes, qu'il s'était compromis dans des affaires de plus en plus sanglantes. Mais rien n'était sûr. Ce qui demeurait, en revanche, c'était sa réputation de violence. Des chauffeurs racontaient qu'il s'emportait pour un rien, que son visage marqué de cicatrices n'était pas le fruit du hasard, mais le souvenir de bagarres nocturnes. Et ce visage, certains jurèrent l'avoir vu pour la dernière fois en 1987, le soir même où Kwang disparut. Le rapprochement devint inévitable. Kai avait été le dernier à voir Kwang vivant. Où l'avait-il conduit ? Vers un entrepôt, vers une rencontre clandestine, vers sa mort ? Les enquêteurs actuels, travaillant sur des fragments d'archives, ressentaient comme une frustration brûlante. Les témoins de l'époque se taisaient, par peur ou par oubli. Les papiers officiels, eux, ne livraient que des bribes. Et pourtant, ce reçu de taxi ouvrait une porte, il fallait la franchir. Un ancien docker, retrouvé dans un village des environs, accepta finalement de parler. Sa voix était tremblante, mais ses souvenirs précis. Il raconta qu'une nuit de novembre 1987, il avait vu un taxi s'arrêter près d'un entrepôt du quai Tam Bak. De la voiture étaient descendus 2 hommes, l'un, trapu, aux cicatrices visibles, qu'il reconnut sans hésiter comme Kai. L'autre, vêtu d'une chemise grise trop large, portant une mallette. Il jura que c'était Kwang. Ils entrèrent dans l'entrepôt, mais seul Kai en sortit une heure plus tard, son visage plus sombre encore, les mains sales comme s'il avait déplacé des charges lourdes. Le docker n'avait rien dit à l'époque. À Haiphong, témoigner contre les mauvais hommes, c'était signer son arrêt de mort. Ce récit glaça les enquêteurs de 2007, car il donnait corps à une scène longtemps devinée. Kwang avait été conduit vers un piège. L'entrepôt du quai Tam Bak devint alors un lieu de mémoire, une cicatrice dans la ville. Mais quand les policiers actuels s'y rendirent, il n'y avait plus rien. Le bâtiment avait été rasé, remplacé par un marché moderne. Le passé avait été effacé, recouvert par le bruit et la lumière, comme si la ville elle-même voulait oublier. Ce qui restait pourtant, c'était une mécanique de peur et de silence. Les plus vieux habitants du quartier, interrogés discrètement, reconnaissaient du bout des lèvres que Kai avait fait disparaître des gens. On ne prononçait jamais les noms, on baissait les yeux. Le fantôme de Kwang se mélangeait à celui d'autres disparus, jamais retrouvés, jamais pleurés officiellement. Et le reçu de taxi, ce petit bout de papier froissé, devenait le seul témoin incorruptible, le fragment de vérité que ni la pluie ni le temps n'avaient réussi à effacer. L'affaire, désormais, n'était plus seulement celle d'un commerçant disparu. Elle devenait l'histoire d'une ville entière, d'un port rongé par ses fantômes, d'une société où les disparitions s'étaient inscrites comme une habitude. Et dans ce brouillard, la figure de Kai
se dressait comme une ombre centrale, un fil conducteur entre les vivants et les morts, entre les crimes passés et la quête tardive de justice. Hanoï, à la fin des années 1990, vibrait d'une énergie différente de celle de Haiphong. La capitale, plus vaste, plus labyrinthique, offrait à ceux qui voulaient cacher un terrain idéal, une foule anonyme, des ruelles étroites où disparaître sans laisser de traces. C'est là que Do Van Kai avait poursuivi sa vie, sous un autre nom, conduisant son taxi dans les nuits saturées de klaxons et de phares tremblotants. Mais partout où il passait, il laissait la même empreinte. Violence, silence et la peur muette de ceux qui avaient croisé son chemin. Les enquêteurs qui avaient rouvert le dossier en 2007 commencèrent à creuser dans les archives de la police de Hanoï. Ils découvrirent que le nom de Kai apparaissait en filigrane dans plusieurs affaires jamais élucidées. En 1995, un étudiant avait été retrouvé mort près du pont Long Bien, après avoir pris un taxi non identifié. Le corps portait des marques de strangulation, mais aucune arrestation n'avait suivi. En 1997, un marchand ambulant disparut mystérieusement après être monté dans une voiture signalée par des témoins comme un vieux taxi blanc conduit par un homme au visage marqué. Chaque fois, le même scénario, un passager qui monte, un silence, une disparition. Ce qui frappait les policiers de 2007, ce n'était pas seulement la répétition des faits, mais la précision avec laquelle Kai avait su échapper à toute poursuite. Ses déplacements semblaient calculés, ses identités soigneusement brouillées. On retrouva des papiers d'identité falsifiés, des certificats médicaux bidons, des attestations inventées. Kai n'était pas un simple chauffeur violent. Il avait appris l'art de survivre dans l'ombre, de se rendre indispensable à certains réseaux tout en restant insaisissable. Les enquêteurs interrogèrent d'anciens chauffeurs de taxi qu'il avait connus. L'un d'eux décrivit un homme, toujours nerveux, buvant du thé fort à toute heure à meilleure de la nuit, surveillant son rétroviseur comme si le diable le suivait. Un autre raconta une scène glaçante. Une nuit, après une dispute avec un collègue, Kai aurait sorti un couteau et l'aurait posé tranquillement sur le tableau de bord, sans un mot, le regard fixe. Plus que sa violence, c'était ce silence qui effrayait, un silence de prédateur. Mais ce qui attira particulièrement l'attention fut une vieille plainte déposée en 1990 par une jeune femme travaillant comme serveuse dans un bar du quartier Wan Kiem. Elle affirmait avoir été séquestrée plusieurs heures dans un taxi blanc par un homme qui correspondait parfaitement à la description de Kai. Elle avait réussi à s'échapper en sautant du véhicule en marche. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves, la victime jugée instable. 20 ans plus tard, son témoignage résonnait comme une preuve négligée, un cri étouffé par l'indifférence. Le capitaine en charge du dossier en 2 mètres nota dans son rapport « Nous ne sommes pas seulement face à un suspect, nous sommes face à un système. Kai a prospéré parce qu'il existait dans une zone grise protégée par la peur et le chaos. » Cette phrase traduisait une vérité plus large. Dans le Vietnam des années 1980 et 1990, marqué par les bouleversements économiques, il existait des interstices où la loi ne pénétrait pas. C'est là que des hommes, comme Kai, pouvaient se transformer en fantômes vivants. La quête devint alors presque archéologique. Les enquêteurs, armés du reçu de taxi de 1987 comme d'un talisman, remontèrent les couches de silence. Ils retrouvèrent l'ancienne maison de Kai à Hanoï, abandonnée depuis 2001. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées, mais dans une pièce sombre, ils découvrirent des objets laissés derrière lui. Un vieux compteur de taxi, des papiers déchirés, et surtout un carnet maculé d'encre et d'humidité. À travers les pages illisibles, quelques mots restaient clairs. Quang, port, silence. 3 mots qui suffisaient à relier Kai au disparu de Haiphong. L'enquête prit une tournure encore plus sombre quand un témoin inattendu réapparut. Un ancien docker, déjà interrogé, avoua qu'il avait vu, des années plus tôt, Kai et 2 hommes charger une mallette dans un taxi. Mallette identique à celle que Quang transportait toujours. Il confessa avoir gardé le silence par peur. Mais en vieillissant, le poids du secret était devenu insupportable. Son témoignage confirma ce que tout le monde redoutait.
Kwang n'avait pas disparu par hasard. Il avait été livré, par Kai, à une destination dont il n'était jamais revenu. À ce stade, l'affaire prit une dimension presque philosophique. 20 ans avaient passé, les protagonistes étaient morts ou disparus. Les lieux effacés, les preuves détruites. Il ne restait qu'un reçu de taxi, un morceau de papier miraculeusement conservé. Mais ce fragment suffisait à rouvrir un gouffre, celui de la mémoire, celui des vérités étouffées. La question n'était plus seulement de savoir qui avait tué Kwang, mais pourquoi le silence avait duré si longtemps. Pourquoi un simple reçu avait dû attendre 2 décennies pour parler. Dans ce silence, la figure de Kai s'élevait comme une parabole. Il incarnait l'homme des marges, né de la pauvreté, nourri par le chaos, devenu instrument du crime et de l'oubli. Mais derrière lui, il y avait une société entière, complice par indifférence ou par peur, comme si chaque disparition était un secret partagé, un accord tacite entre ceux qui savaient et ceux qui détournèrent le regard. Le reçu de taxi, fragile, taché, était la preuve matérielle qui brisait enfin ce pacte de silence. Il révélait la vérité que le temps, la peur et les archives mal rangées avaient tenté d'ensevelir. Et dans cette révélation, les enquêteurs comprirent qu'ils n'avaient pas seulement affaire à une affaire criminelle, mais à une mémoire collective, à un fantôme qui, une fois réveillé, entrait la ville entière. La réouverture de l'affaire et la découverte du carnet de Kai n'étaient pas seulement des éléments matériels. Elles agissaient comme une déflagration psychologique. Pour la famille de Kwang, longtemps condamnée à vivre dans le doute, c'était comme si une cicatrice mal refermée s'ouvrait à nouveau. Son épouse, désormais vieillie, avait passé 20 ans dans une attente sourde, élevant seuls leurs enfants, supportant les murmures du voisinage qui, parfois, insinuaient que son mari avait fui volontairement, qu'il menait une double vie. Lorsque les enquêteurs vinrent lui montrer le reçu de taxi et le carnet retrouvé dans la maison de Kai, elle resta d'abord immobile, comme pétrifiée. Puis, d'une voix étranglée, elle murmura « Je savais qu'il ne serait jamais parti de lui-même. » Ses larmes ne furent pas celles d'un soulagement, mais celles d'une confirmation cruelle. Son intuition, étouffée pendant 2 décennies, avait toujours eu raison. Les enfants de Kwang, eux, réagirent différemment. L'aîné, qui avait grandi avec la colère de l'absence, refusa de participer aux entretiens. 20 ans trop tard, à quoi bon ? Lâcha-t-il. Le plus jeune, au contraire, s'accrocha à chaque mot des policiers, comme pour reconstituer un père qu'il n'avait presque pas connu. Chaque détail devenait une pièce du puzzle. La chemise grise, la mallette de cuir, le taxi blanc. Mais reconstituer n'était pas retrouvé, et l'absence, à mesure qu'elle se précisait, devenait encore plus douloureuse. Dans la ville, la nouvelle de la réouverture de l'enquête circula comme une rumeur enfiévrée. Haifang, avec sa mémoire sélective, vit remonter des histoires oubliées. Des habitants racontèrent d'autres disparitions jamais élucidées. On parlait de dockers disparus après des conflits de cargaison, de jeunes hommes avalés par les trafics de devises. Chaque récit portait la même empreinte. Un taxi aperçu dans la nuit, un chauffeur au visage balafré. La silhouette de Kai, loin de se dissiper, devenait plus massive, plus obsédante. Pour les enquêteurs, l'enjeu dépassait désormais la résolution d'un seul dossier. Il s'agissait de mesurer le poids du silence collectif, de comprendre pourquoi une affaire aussi évidente avait pu rester ensevelie pendant si longtemps. Et chaque fois qu'ils revenaient au reçu de taxi, ils se rendaient compte que cette petite pièce de papier, insignifiante en apparence, était la clé non seulement d'un crime, mais d'un système entier d'occultation. Le reçu, oublié dans un tiroir, ressemblait à une preuve que le destin avait volontairement laissée pour que la vérité finisse par éclater. Le capitaine chargé de l'enquête en 2-7 nota dans son carnet « Il est étrange de sentir la présence d'un homme mort à travers un simple papier jauni. C'est comme si Kwang nous tendait la main depuis 1987, comme s'il refusait de disparaître entièrement. » Ces mots traduisaient le sentiment général. La réouverture de l'affaire n'était pas seulement une démarche judiciaire, mais une rencontre avec un fantôme. Les recherches conduisirent ensuite à la famille de Kai. Sa femme, installée à Hanoï, vivait dans une semi-clandestinité. Elle accepta de recevoir les policiers, mais ses paroles furent confuses,
mêlée de peur et de résignation. Elle confirma que Kai était parti en 2001, un soir sans prévenir, laissant derrière lui quelques affaires et un silence définitif. Il disait toujours qu'un jour, les fantômes viendraient le chercher, avoua-t-elle. Je ne savais pas de quel fantôme il parlait. Maintenant, je comprends. Elle montra un tiroir où restaient quelques objets, un briquet en métal, un vieux portefeuille et une photographie usée montrant Kai plus jeune devant un taxi blanc, le regard sombre. Cette image, plus que tous les mots, révéla la vérité. Il avait toujours porté l'ombre de ses actes sur son visage. Pour les policiers, cette absence de corps, cette disparition de Kai lui-même, était une frustration majeure. On ne pouvait pas juger un fantôme. On pouvait seulement reconstituer, mais à défaut de condamner, on pouvait révéler, faire émerger la vérité à la lumière. C'était déjà une forme de justice, fragile, mais nécessaire. Peu à peu, le récit de la disparition de Kwang prit une dimension universelle. Il devint un symbole de toutes les histoires étouffées, de toutes les victimes réduites au silence par la peur et le chaos. Dans les cafés de Haiphong, on commença à en parler comme d'un avertissement. Rien ne disparaît vraiment. Même les fantômes reviennent, si on garde leurs traces. Et dans ce murmure collectif, le reçu de taxi continuait de brûler comme une braise. Il avait survécu à la pluie, au déménagement, aux négligences administratives. Il avait attendu 20 ans pour ressurgir, preuve que la vérité, parfois, choisit son propre moment pour se dévoiler. Mais cette vérité partielle appelait encore un dénouement. Car, si l'on savait désormais que Kwang avait été livré à Kai, restait la question fondamentale. Pourquoi ? Était-ce une dette, une trahison, un ordre venu d'un réseau plus puissant ? Tant que ce pourquoi restait sans réponse, l'ombre de l'affaire continuait de planer, pesante, inexpliquée. Les enquêteurs savaient que pour atteindre cette vérité, il leur faudrait descendre encore plus profondément dans les strates du passé, interroger les survivants du port, retrouver les témoins que la peur avait muselés. L'affaire n'était pas close. Elle venait, au contraire, d'atteindre son point de bascule. Ce moment où la quête de justice se confond avec la quête de sens, où résoudre un crime revient à affronter les zones d'ombre d'une époque tout entière. Pour comprendre pourquoi Kwang avait été livré à la nuit, les enquêteurs durent replonger dans les bas-fonds du port de Haiphong, dans ce maillage serré de trafic qui, à la fin des années 1980, tenait lieu de systèmes parallèles. Les docks, de jours saturés de dockers et de marchandises officielles, devenaient, la nuit, un théâtre d'ombre. Derrière chaque caisse de riz, derrière chaque ballot de tissu, se cachaient d'autres cargaisons, cigarettes étrangères, whisky, devises, parfois même des armes. Et au centre de ce réseau, des hommes sans visage, mais aux poches pleines, qui décidaient de qui pouvait survivre et de qui devait disparaître, ou selon les fragments d'archives et les témoignages retrouvés. N'était pas un simple commerçant égaré dans cet univers. Il avait été un rouage discret, un intermédiaire fiable, celui qui savait où placer un colis, qui acceptait une commission quand détournait le regard. Mais en 1987, quelque chose avait changé. Dans son carnet personnel retrouvé dans un grenier familial, des notes sibyllines apparaissaient. Cargaison Hong Kong, attention, pas confiance, demandez protection. Ces inscriptions, recoupées avec des archives douanières, révélaient qu'une cargaison particulièrement sensible avait transité par Haiphong à cette époque. Certains parlaient de devises, d'autres d'équipements électroniques interdits. Quoi qu'il en soit, Kwang avait probablement vu trop de choses. C'est là qu'entra en jeu Do Van Hai, chauffeur, mais surtout exécutant silencieux. Les témoins du port le décrivaient comme l'homme qu'on appelle quand il faut emmener quelqu'un quelque part, et que ce quelqu'un ne revient jamais. Son taxi n'était pas seulement un véhicule, c'était un cercueil mobile, un espace clos où le monde extérieur disparaissait. Pour les réseaux du port, il représentait la solution parfaite, un homme sans attache, payé pour se taire, trop brutal pour hésiter. Un ancien docker, aujourd'hui vieillard usé, finit par livrer ce que tous savaient sans le dire. Kang devait partir, il avait ouvert les yeux au mauvais moment. Kai a été chargé de le conduire. Personne n'a jamais revu Kwang.
Ces mots, lâchés à mi-voix, confirmèrent ce que le reçu de taxi criait depuis le début. La disparition n'était pas une fuite, mais une exécution maquillée. Les enquêteurs s'efforcèrent de reconstituer le trajet. Le reçu mentionnait un départ du quartier Hongbang. Des témoins avaient vu le taxi vers le quai Tambak. De là, plusieurs hypothèses. Un entrepôt, un terrain vague, un canal. Le corps de Kwang n'avait jamais été retrouvé, preuve que les auteurs avaient pris soin d'effacer toute trace. Dans le delta du fleuve Rouge, il était facile de faire disparaître un corps. Les eaux, épaisses et chargées de limon, avalaient tout. Mais au-delà du geste, restait la question du commanditaire. Qui avait ordonné la disparition ? Était-ce un réseau local, une figure plus haute dans la hiérarchie des trafics ? Les archives, fragmentaires, ne livraient pas de nom clair, mais un détail frappa les enquêteurs. À la même période, plusieurs disparitions semblables avaient eu lieu, toutes liées à des cargaisons sensibles. Les victimes avaient un point commun, elles en savaient trop. Et chaque fois, un taxi blanc avait été aperçu dans les parages. Le fantôme de Kai, insaisissable, se mêlait désormais à celui d'un système plus vaste. Peut-être n'avait-il été qu'un pion, l'instrument d'une mécanique qui le dépassait. Mais son rôle demeurait central. C'était lui qui avait conduit Kwang dans son dernier voyage. C'était sa main qui avait fermé la porte, sa silhouette que les témoins avaient vue sortir seule de l'entrepôt. Le capitaine nota dans son rapport « Nous n'aurons probablement jamais les noms des commanditaires, mais nous savons ceci. Kwang n'est pas parti de lui-même. Il a été désigné, livré, effacé. Kai a été l'ombre exécutante. Le reçu de taxi n'est pas seulement une preuve matérielle, c'est la voix du disparu, revenu du passé pour dire « Je n'ai pas fui, on m'a pris ». Cette phrase simple résonna comme un verdict. Pour la famille de Kwang, ce fut une délivrance amère. Enfin, l'innocence de l'homme était rétablie. Mais en même temps, la cruauté du sort apparaissait nue. Il n'avait pas disparu par choix, mais par contrainte, arraché à la vie par des mains qui n'avaient laissé aucune sépulture. Dans la ville, cette révélation se propagea comme une onde sourde. Les plus anciens hochèrent la tête. C'était l'époque, dit-on. Beaucoup sont partis comme ça. Mais cette banalisation rendait l'affaire encore plus tragique. La disparition de Kwang n'était pas une exception. Elle incarnait un système entier d'injustice, de silence et de compromission. La dernière étape de l'enquête consista à rassembler toutes les pièces. Le reçu, le carnet, les témoignages. On comprit alors que l'affaire n'était pas seulement une énigme résolue par hasard. Elle était une métaphore, celle d'une époque où la vérité pouvait être effacée, où les disparus devenaient des ombres, jusqu'à ce qu'un détail insignifiant, un papier froissé, vienne briser le silence. Et derrière ce papier, il y avait deux fantômes. Celui de Kwang, victime silencieuse, et celui de Kai, bourreau devenu spectre à son tour, disparu sans laisser de traces. Deux vies entremêlées par la violence, deux destins engloutis par le port, et un reçu de taxi comme seul témoin. Ce fut la ville elle-même qui, la première, parla. À l'été 2008, dans le vacarme des travaux qui transformaient encore une fois le quai Tambak, des pelleteuses mordirent la vase du canal comme on retourne une mémoire. Les ouvriers, silhouettes couvertes de boue, remontaient des pneus, des carcasses de vélos, des bouteilles blanchies par le limon. Puis, l'un d'eux, un matin de chaleur étouffante, aperçut un rectangle métallique à demi pris dans la glaise. Une plaque d'immatriculation, rongée mais encore lisible. Les chiffres et les lettres, desserrés par le temps, formaient pourtant un ensemble familier. Lorsqu'on la rinça, le passé jaillit. C'était l'ancienne plaque d'un taxi enregistré à Haiphong en 1987, le même numéro que celui associé dans des fichiers épars à Do Van Khai. À quelques mètres de là, au fond d'une poche de vase grise, on trouva aussi une montre soviétique usée, au verre fêlé, dont la couronne manquait. Sur l'envers du fond, griffonné au couteau d'enfant, un queue maladroit. Le capitaine prit la montre entre ses doigts, comme on soulève une relique. Il pensa à l'épouse de Kwang, à ses mains maigres, aux années de silence et d'attente. Lorsqu'il la lui remit, elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle porta simplement l'objet à son visage et ferma les yeux. « C'était la sienne, dit-elle.
Le verre s'est fendu quand notre aîné l'a fait tomber, en 1984. Il avait gravé un Q pour s'excuser. Un détail minuscule, une fêlure insignifiante, et pourtant, tout y tenait. La preuve d'une présence, la certitude que Kwang avait bien pris ce chemin, qu'il avait été avalé par ce même canal où l'on venait de repêcher les fragments d'un taxi fantôme. On dragua plus loin. De la boue surgirent un morceau de garniture de coffre, un bout de corde raidi, et le boîtier, corrodé, d'un ancien compteur de taxi. Rien n'acceptait vraiment de parler. La chimie du fleuve avait effacé les traces de sang. Les fibres se délitaient au premier contact, mais l'ensemble dessinait une scène cohérente. Le fleuve, enfin, depuis 20 ans, conservait sous sa peau lourde l'empreinte d'un crime. Il fallait, pour l'entendre, que la ville retourne ses propres couches, comme on ouvre un dossier oublié. Le rapport final fut rédigé sans emphase, dans la langue froide des procédures. Disparition de Pham Van Quang, le 11 novembre 1931b. Reçu de taxi exhumé des archives en 2007. Plaques et pièces compatibles avec le véhicule de Do Van Khai retrouvé en 2008 dans le canal jouxtant le quai Tam Bak. Montre identifiée par la famille. Faisceau d'indices graves et concordants concluant à une exécution dissimulée en disparition. Auteur principal probable, Do Van Khai, dit Khai, commanditaire, inconnu, poursuite impossible, suspect présumé décédé, introuvable. Une affaire enfin élucidée, selon le vocabulaire administratif, élucidée non par l'aveu d'un bourreau, ni par la découverte d'un corps, mais par la remontée à la lumière d'objets pauvres, chargés de boue et de mémoire. La cérémonie fut modeste. Sur le bord du canal, la famille de Kwang alluma des baguettes d'encens. La fumée, droite d'abord, se plia sous la brise et se dissipa au-dessus de l'eau que le soleil métallise. On apporta une petite boîte où l'on déposa la montre et le reçu de taxi. Le papier jauni, plastifié pour ne plus se défaire. Les voisins, quelques anciens dockers, des visages marqués, se tinrent à distance respectueuse. L'aîné, longtemps muré dans sa colère, prit la parole d'une voix basse. « Notre père n'est pas parti, on l'a pris. Aujourd'hui, on le ramène parmi nous. » Ce fut tout. Le reste se dit en silence, dans le froissement des feuilles, dans l'odeur lourde des eaux. Ce soir-là, le capitaine resta seul au bureau plus longtemps que d'habitude. Il posa, l'un à sa côté de l'autre, la photocopie du reçu et la photographie de la plaque retrouvée. Il songea à ses affaires célèbres, où une étiquette de pressing, une semelle de chaussures, une carte de bus perforée avaient suffi à reconstituer une trajectoire humaine. Les crimes ne se confinent pas aux grands gestes. Ils se trahissent par des miettes. Un coin de papier, un chiffre tordu, une montre fêlée. Dans le cas de Kwang, c'était un reçu oublié, échoué 2 décennies dans un tiroir qui avait refusé de se taire. La justice, pourtant, ne ressemblait pas ici à une victoire. Aucun banc d'accusés, aucune main menottée, aucun verdict proclamé à haute voix. La justice avait le visage de la vérité nue et tardive, de la reconnaissance officielle d'un tort subi, de la réhabilitation d'un nom qu'on avait suspecté, sali parfois à mots de couvert. La justice avait la forme d'un rapport signé, d'une boîte déposée sur un autel domestique, d'un fils qui cessait d'en vouloir au père absent. Est-ce suffisant ? Non. Mais c'est parfois tout ce que le temps consent à rendre. La ville, elle, sembla vaciller un instant entre oubli et mémoire. Haiphong avait bâti, couche après couche, des marchés neufs sur des entrepôts abattus, des ponts modernes sur des quais de bois, des circuits officiels sur des routes d'ombre. Le fleuve rouge descendait toujours, large et lourd, charriant d'autres secrets. On ne peut pas faire le procès d'une époque. On peut, au mieux, dire son nom et refuser qu'elle ensevelisse les morts une seconde fois. Pendant quelques semaines, les cafés bruissèrent d'histoires. Tel docker disparu en 1986, tel marchand en 1989, tel chauffeur introuvable. Les récits remontaient, âpres, précis. Puis, comme toujours, le quotidien reprit. Les cargos arrivèrent, les motos filèrent, les pluies tombèrent. La mémoire ne disparaît pas. Elle s'enterre pour survivre. Dans un geste qui n'apparaîtra jamais dans les registres,
le capitaine se rendit seul au marché couvert qui avait remplacé l'ancien entrepôt du quai Tam Bak. Il s'arrêta au milieu du passage, parmi les étals de fruits, les paniers de poissons, les voies qui négocient. Sous ses pieds, il imagina le sol d'autrefois, les murs de briques humides, l'odeur d'huile et de cordes. Il pensa à Kai, au taxi blanc, au claquement d'une portière qu'on ferme pour la dernière fois. Il pensa surtout à Kwang, à la chemise grise trop large, à la mallette, à la montre fêlée. Il ferma les yeux, un instant, comme on écoute la rumeur d'avant la rumeur. Puis il repartit. Dans la maison de la veuve, la boîte restait ouverte certains soirs. On y voyait briller, plus terne encore, les 2 preuves sauvées du limon. L'enfant qui, autrefois, avait gravé le cul maladroit était devenu un homme. Il venait parfois s'asseoir, sans parler, près de la table où reposait la montre et le reçut. Il souriait rarement, mais son visage s'était adouci. La colère, quand elle trouve un nom, perd un peu de son feu. Le dossier, officiellement, fut classé résolu. Une formule administrative, sèche, qui n'épuise jamais ce qu'elle désigne. Le capitaine écrivit, en marge de sa copie personnelle, « Résolu par un reçu de taxi découvert par hasard dans les archives ». Il ajouta rien. Le reste appartenait aux vivants, à ceux qui se souvenaient, aux passants, qui, en longeant le canal, ralentiraient peut-être un jour sans savoir pourquoi. Il faut beaucoup de bruit pour fabriquer un silence. Il faut beaucoup d'ombre pour qu'une vérité se dessine. Dans le reflet brisé de l'eau du Tam Bak, un soir de saison des pluies, le capitaine crut voir une silhouette passer, chemise grise, mallette de cuir. Ce n'était qu'un effet de lumière, il le savait. Mais il accueillit l'illusion comme un salut, un dernier au revoir. Les disparus ne reviennent pas, ils insistent. Ils se tiennent dans les objets qu'on ramasse, dans les papiers qui résistent, dans les fêlures des verres de montre. Alors il ferma la fenêtre, rangea sa copie du reçu dans un dossier cartonné et souffla la lampe. Dehors, la ville grondait comme un navire au départ. Demain, d'autres cargaisons, d'autres vies, d'autres secrets. Mais pour cette nuit-là, au moins, un nom avait quitté l'ombre. Et la vérité, pauvre, tardive, fêlée, tenait dans la paume d'une main. Un rectangle de papier qui refusait de se taire. C'est là qu'entra en jeu Do Van Khai. Chauffeur, mais surtout exécutant silencieux. Les témoins du port le décrivaient comme l'homme qu'on appelle quand il faut emmener quelqu'un quelque part et que ce quelqu'un ne revient jamais. Son taxi n'était pas seulement un véhicule, c'était un cercueil mobile, un espace clos où le monde extérieur disparaissait. Pour les réseaux du port, il représentait la solution parfaite. Un homme sans attache, payé pour se taire, trop brutal pour hésiter. Un ancien docker, aujourd'hui vieillard usé, finit par livrer ce que tous savaient sans le dire. Kang devait partir. Il avait ouvert les yeux au mauvais moment. Kai a été chargé de le conduire. Personne n'a jamais revu Kwang. Ces mots, lâchés à mi-voix, confirmèrent ce que le reçu de taxi criait depuis le début. La disparition n'était pas une fuite, mais une exécution maquillée. Les enquêteurs s'efforcèrent de reconstituer le trajet. Le reçu mentionnait un départ du quartier Hongbang. Des témoins avaient vu le taxi vers le quai Tam Bak. De là, plusieurs hypothèses. Un entrepôt, un terrain vague, un canal. Le corps de Kwang n'avait jamais été retrouvé, preuve que les auteurs avaient pris soin d'effacer toute trace. Dans le delta du fleuve Rouge, il était facile de faire disparaître un corps. Les eaux, épaisses et chargées de limon, avalaient tout. Mais au-delà du geste, restait la question du commanditaire. Qui avait ordonné la disparition ? Était-ce un réseau local ? Une figure plus haute dans la hiérarchie des trafics ? Les archives, fragmentaires, ne livraient pas de nom clair. Mais un détail frappa les enquêteurs. À la même période, plusieurs disparitions semblables avaient eu lieu, toutes liées à des cargaisons sensibles. Les victimes avaient un point commun, elles en savaient trop. Et chaque fois, un taxi blanc avait été aperçu dans les parages. Le fantôme de Kai, insaisissable, se mêlait désormais à celui d'un système plus vaste. Peut-être n'avait-il été qu'un pion, l'instrument d'une mécanique qui le dépassait. Mais son rôle demeurait central. C'était lui qui avait conduit Kwang dans son dernier voyage, c'était sa main qui avait fermé la porte, Svart, sa silhouette que les témoins avaient vue sortir seule de l'entrepôt. Le capitaine nota dans son rapport
Nous n'aurons probablement jamais les noms des commanditaires. Mais nous savons ceci. Kang n'est pas parti de lui-même. Il a été désigné, livré, effacé. Kai a été l'ombre exécutante. Le reçu de taxi n'est pas seulement une preuve matérielle, c'est la voix du disparu, revenu du passé pour dire « Je n'ai pas fui, on m'a pris ». Cette phrase, simple, résonna comme un verdict. Pour la famille de Kwang, ce fut une délivrance amère. Enfin, l'innocence de l'homme était rétablie. Mais en même temps, la cruauté du sort apparaissait nue. Il n'avait pas disparu par choix, mais par contrainte, arraché à la vie par des mains qui n'avaient laissé aucune sépulture. Dans la ville, cette révélation se propagea comme une onde sourde. Les plus anciens hochèrent la tête. C'était l'époque, dit-on. Beaucoup sont partis comme ça. Mais cette banalisation rendait l'affaire encore plus tragique. La disparition de Kwang n'était pas une exception. Elle incarnait un système entier d'injustice, de silence et de compromission. La dernière étape de l'enquête consista à rassembler toutes les pièces. Le reçu, le carnet, les témoignages. On comprit alors que l'affaire n'était pas seulement une énigme résolue par hasard. Elle était une métaphore, celle d'une époque où la vérité pouvait être effacée, où les disparus devenaient des ombres, jusqu'à ce qu'un détail insignifiant, un papier froissé, vienne briser le silence. Et derrière ce papier, il y avait deux fantômes. Celui de Kwang, victime silencieuse, et celui de Kai, bourreau devenu spectre à son tour, disparu sans laisser de traces. Deux vies entremêlées par la violence, deux destins engloutis par le port, et un reçu de taxi comme seul témoin.